bien. Je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de me lancer pour que tu partages ton expérience, mais on va essayer de le faire comme ça quand même. Donc peut-être dans un premier temps, ce qui est important de comprendre toujours, alors là on parle de ton installation de méthanisation qui est portée par la SARL, mais peut-être parler dans un premier temps de ton élevage, de ton exploitation agricole et de tes pratiques, de ton assolement, comment c'est organisé aujourd'hui. Donc bonjour à tous. Alors moi c'est Gildas Fouché, j'habite à 20 km de Rennes et donc j'ai un méthaniseur depuis 13 ans et ça fait 13-14 ans que j'ai voulu instaurer dans mon assolement une culture pour la valoriser dans un méthaniseur. Donc j'ai fait beaucoup de recherches, voilà, j'ai peut-être mis un budget recherche et développement tous les ans pour cette partie-là, et il y a 13 ans, j'étais convaincu qu'on pouvait produire une quantité de biomasse supplémentaire par rapport à ce que je faisais pour produire de l'énergie. Et par contre, j'ai toujours eu en tête d'avoir une culture de vente sur ma ferme. C'est-à-dire que mon objectif, c'était toujours d'avoir une récolte annuelle qui parte par hectare, qui parte en alimentation. Peut-être, excuse-moi, c'est important de savoir que tu n'es pas éleveur, directement éleveur laitier avec... Je ne suis pas éleveur consommateur de fourrage, mais je suis éleveur de veaux en fait. Et c'est ça qui m'a amené à la méthanisation, c'est que j'ai un gros besoin de chaleur pour chauffer le lait, pour reconstituer le lait. Et donc, à la base, je n'avais pas une obligation de rendement par rapport à un cheptel à nourrir chez moi. Mais je me suis quand même fixé de toujours vendre, ce que j'ai dit tout à l'heure, toujours vendre chaque année 1 hectare. Pour moi, c'est 1 hectare de matière vendue en alimentation animale. Donc j'ai essayé énormément de choses. Voilà, j'ai commencé par faire beaucoup de cifs d'été, parce que les cifs d'été, c'est ce qui paraissait facile à faire, rendement très rapide, récolte facile, et puis libérer le sol très très vite. Les cifs d'été, j'ai abandonné parce que les résultats sont très très aléatoires, et ça fait 2-3 ans que je pratique plus les cifs d'été, et quand je vois les conditions climatiques qu'on a aujourd'hui, je regrette pas. Les cifs d'été, ce qui m'a fait abandonner, c'était surtout les coûts de semences. C'est-à-dire que c'est des semences qui sont difficilement fermières. Donc il y avait un coût de semences que je trouvais élevé, ramené avec un coût de récolte important. Il fallait un rendement de 4-5 tonnes de matière sèche minimum pour rentrer dans les frais. Et j'ai abandonné parce que vous allez le faire une fois peut-être, mais vous n'allez pas le faire de façon systématique tous les ans. Tes cifs d'été, c'était quel type? C'était plutôt des mélanges variétaux? J'ai essayé, alors le maïs, j'ai fait du maïs pendant 10 ans, j'ai fait du maïs derrière un blé ou derrière une orge, donc qui ont été récoltés en grains, et sur les 10 années, j'ai récolté 0 fois. Donc c'est-à-dire que j'ai jamais mis du matériel pour récolter un maïs cive derrière une orge ou un blé. Alors peut-être parce que je m'y prends mal, je sais pas. Je pense pas. Donc c'est le fait tellement aléatoire des cives d'été m'a fait abandonner. Donc après j'ai essayé aussi beaucoup ce qui marchait à peu près, c'était ce qui était avoine brésilienne. Donc là vous avez un développement assez rapide, une possibilité de produire, mais après il faut implanter le plus vite possible, faut le récolter le plus tard possible. Donc quand vous récoltez tard, vous pouvez avoir des conditions climatiques qui vous empêchent de récolter correctement. Donc j'ai abandonné, je me suis dit c'est bon, enfin je suis pas là pour... voilà, moi je reste dans l'optique de préserver la typologie de mon exploitation. À la base, j'ai pas envie de rentrer dans un système où je change tout pour pouvoir alimenter la méta. Et donc après, je me suis orienté vers de façon systématique d'avoir une cive d'hiver. Donc ce qu'on appelle une cive d'hiver, moi c'est simple, c'est une orge fermière, pour réduire les coûts. Alors après, ce que je veux dire aussi, c'est que j'ai une surface qui me permet d'être à l'aise au niveau des cives par rapport à mon approvisionnement. C'est pour ça que j'ai une installation de 250 kW électrique et qui fonctionne aujourd'hui avec 5000 m3 d'effluents d'élevage, 1500 tonnes de cives et 2000 tonnes de déchets extérieurs.
Et donc les déchets extérieurs, l'avantage c'est que ça apporte justement, ça peut apporter des éléments qu'on enlève par les cives. Donc ça c'est très bénéfique. Et donc les 1500 tonnes de cives, j'ai une surface assez importante pour les produire, donc je ne suis pas dans la course au rendement. Aujourd'hui je vois beaucoup de projets où les gens partent avec un rendement optimisé à tous les niveaux. Et je pense que c'est pas le bon choix. Donc, alors, je suis parti sur des cultures de cives d'hiver. Et donc, comme on parle beaucoup de matière organique dans les sols, et puis que je suis assez attiré par tout ce qui est technique de semis sous couvert, je me suis dit, je vais faire une culture, entre guillemets, SIPAN ou SIMS avant d'implanter ma culture cive. Donc, c'est les photos qui sont ici. Donc, en fait, maintenant, j'implante systématiquement derrière la moissonneuse un radis fourragé. Donc là, c'est surtout la photo d'en bas à gauche, enfin celle d'en bas à droite aussi. Donc c'est un radis fourragé qui est implanté directement derrière la moissonneuse, le plus vite possible pour garder le frais. Et donc là, on arrive à avoir des 3-4 tonnes de matière sèche assez facilement en année. L'année dernière, on avait trop d'eau et pas de température, donc ça levait mal, mais il y avait de l'eau. Cette année, on a les températures, mais il n'y a pas d'eau. Donc ça, c'est des photos qui datent d'il y a 3-4 ans. Donc je sème ce couvert-là, que j'appelle Sims, parce qu'il y a les abeilles qui viennent, il y a plein de choses qui se passent. Et dans ce couvert, vers le 25 octobre, j'implante Massive. Donc là, on voit, c'est du semis sous couvert, et la photo d'en haut, c'est l'orge qu'on voit qui commence à lever dans la Sims, et donc il se peut qu'il y ait un peu de repousse de colza, ou pas de colza, de radis qui peut gêner. Ça gèle aux premières températures qui sont basses, et si vraiment ça gèle pas, un coup de rouleau au mois de janvier, et j'arrive à les casser assez facilement. Alors après, j'optimise pas le rendement, c'est-à-dire que je suis pas dans la recherche du rendement au maximum. Donc ça ne me dérange pas qu'il y ait un peu de radis qui reste. Et donc là, sur ce système-là, j'arrive facilement à faire 8 tonnes de matière sèche sur une orge ensilée vers le 15 mai. Donc ça, c'est ce que je vous aurais dit l'année dernière, sans problème. Et cette année, j'ai un problème. C'est que cette année, le stress hydrique, il n'y a pas besoin de vous faire de schéma. Donc cette année, j'ai pas les rendements. J'ai eu des rendements en orge assez cohérents. J'ai pas la précision, mais on était entre 6 et 8 tonnes. Sauf que le maïs, il va pas tellement bien. Donc le maïs, il souffre énormément. Et donc mon interrogation, et c'est là que j'ai besoin de spécialistes, je me dis, est-ce que mon couvert précédent, la cive, n'a pas pompé trop d'eau en fait? C'est-à-dire qu'est-ce que c'est bénéfique par rapport à tout ce qui est captation de carbone, apport d'humus dans le sol, mais peut-être que pour mon maïs, j'ai retiré beaucoup d'eau avant, qui fait que il me manque 10-15 jours où mon maïs aurait pu prendre une expansion de peut-être 3-4 tonnes de matière sèche supplémentaire. Et en fait, c'est un juste milieu à trouver. C'est-à-dire que vous avez une date entre le 1er janvier et le 31 décembre, c'est comme des panneaux solaires, ça a un potentiel de production par rapport au soleil. Votre sol, il a un potentiel de production aussi. Donc après, c'est savoir quelle est la culture que vous mettez aux périodes les plus avantageuses. Et c'est pour ça que l'administration a décidé d'instaurer une date pivot. Donc par rapport à la date pivot, je vais expliquer un peu ce qui... Donc voilà, ça risque d'être le 1er juin sur la Bretagne. Donc ça veut dire qu'au 1er juin, soit votre cive elle sera récoltée, soit votre cive elle ne sera pas semée. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas avoir une culture en place au 1er juin qui a été semée avant et qui sera récoltée après. C'est ça en fait le fameux principe de la date pivot. Et donc c'est clair, c'est pour éviter tout ce qui est culture alimentaire qui se dirige vers les méthaniseurs. Et donc il va y avoir tout un système de contrôle qui va être mis en place avec les déclarations PAC. Enfin, ils vont se débrouiller pour aller sur le terrain, mais ils vont y arriver, je pense. Et donc voilà, moi je vous explique le système. C'est valable pour la typologie de mon exploitation, pour le secteur géographique. Je parle avec des collègues, ils n'ont pas du tout, j'en parlais encore avant de venir là, ils n'ont pas du tout cette approche-là parce que le climat leur permet de faire autre chose ou alors les empêche de faire certaines choses. Voilà, donc
Moi, je m'y retrouve comme ça. Le seul message que j'ai à passer, c'est ne partez pas sur des gros investissements pour des rendements cives au maximum, quoi, parce qu'à un moment, ça va forcément être compliqué. Juste peut-être en complément avant de passer la parole, 2-3 choses dans ce que tu as dit. Donc la notion de contexte pédoclimatique, on le voit à l'échelle de la Bretagne, entre Est, Ille-et-Vilaine et Nord Finistère, on n'a pas les mêmes expériences entre méthaniseurs, etc. Donc finalement la carte nationale, quand on zoome à l'échelle d'une région, on a l'impression que les caractéristiques agroclimatiques sont similaires. Il y a quand même si on voyait des tâches, mais voilà, il y a quand même cette question de zoomer, et on voit bien sur le terrain que c'est très différent quand même sur les 4 départements bretons. Et l'autre chose par rapport à ce que tu dis sur le risque hydrique, j'ai l'impression par rapport à ce qu'a présenté Camille, où j'ai mal compris tout à l'heure, que la question du drainage après cive d'été, parce que toi tu parles de la question de la date de récolte de la cive d'hiver qui peut impacter, et ça on le savait entre guillemets déjà, c'est-à-dire tout ce qu'on gagne en rendement cive d'hiver, chaque tonne de matière sèche qu'on gagne par une semaine de plus d'implantation de la cive d'hiver, globalement on le perd sur le maïs derrière. Ça, on commençait à regarder en récital, mais ce que j'ai l'impression, ce que tu montrais tout à l'heure Camille, c'est que la période de drainage sur cive d'été, après cive d'été, était fortement impactée. Et donc, c'est ta pratique de finalement double couvert été-hiver qui s'enchaîne en semi-direct, peut-être, qui peut être une explication du problème hydrique aussi, qui renforce la problématique hydrique sur le maïs derrière, ou pas? Ou j'ai pas compris? Moi, en fait, la question que je me pose, c'est par rapport au manque d'eau qu'on a eu cet hiver. Est-ce que la culture intermédiaire que j'ai fait pour nourrir le sol n'a pas puisé déjà dans la réserve utile d'eau et a fait que mon maïs qui suit, il a été pénalisé et il n'a pas pu décoller, quoi. Oui, c'est ce que je voulais dire. Peut-être pas dit de la bonne manière, mais c'est c'était la question que je me posais en voyant ce que tu avais présenté tout à l'heure, ce qui me semble bien que tu avais mis en avant, Camille, l'aspect cive d'été sur l'aspect drainage. Après, on a eu un phénomène climatique aussi cette année, c'est que d'habitude, le mois de mai est l'un des mois les plus pluvieux en France, et fait est que cette année, on a eu quand même déjà dès le mois de mai, en fait, des manques d'eau. Donc ça peut aussi expliquer que cette période où normalement on recharge un petit peu la réserve hydrique, et là on l'a pas fait, quoi. Et donc ça impacte directement après la mise en place de ton maïs. Et derrière, un maïs qui s'est pas bien installé, qui se prend 40 degrés et zéro pluie tout le mois de juillet, ça donne ce que ça donne. Merci Nicolas, merci aussi Armelle et Gilda pour ce partage d'expérience.